Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là, d'avoir bravé la pluie. Et je vous dois d'abord un mot d'excuse, je veux dire, pour ceux qui ont vraiment attendu longtemps dehors, sous la pluie, avant de pouvoir rentrer. On n'a pas fait de gaieté de cœur, hein, vous imaginez bien. Mais pour des raisons qui seraient trop compliquées de vous expliquer, il y a eu toutes sortes de services de sécurité, tout ça. On n'avait pas le droit d'ouvrir avant. Bon, je vous passe les détails. Et je me contente de vous dire que merci d'avoir attendu si longtemps et encore une fois, pardon de vous avoir infligé ces moments, voilà, pas sympathiques. Alors, nous allons aborder cette journée avec une des questions les plus importantes qui soit, qui concerne les humains individuellement, les humains collectivement, les nations individuellement, les nations collectivement. Il s'agit de la survie de tous, humains et toute forme de vie, c'est-à-dire les animaux et les plantes. Est-ce que nous allons pouvoir tous vivre ensemble dans l'avenir? C'est un problème énorme qui semblait secondaire il y a quelques décennies et qui maintenant apparaît comme absolument prioritaire. Alors, nous avons invité pour ça Brice Lalonde. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est la personne emblématique qui, depuis le plus longtemps en France, a mené le combat de l'écologie. 1969, premier engagement Les Amis de la Terre, il y a 50 ans. Et je peux vous garantir qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas beaucoup d'écologistes en France ni sur la Terre. Donc c'est quelqu'un qui a l'engagement quasiment le plus ancien. Il a été aux responsabilités puisqu'il a été ministre de Rocard de 88 à 92. 92 parce qu'il a fait un an avec Édith Cresson, qui avait été nommée à la suite de Rocard. Il a été sous-secrétaire général des Nations Unies, chargé des problèmes de l'environnement de manière générale. Donc c'est quelqu'un qui a une vision très globale, qui a été aux responsabilités en France, qui a été militant en France depuis 50 ans et qui a été aux Nations Unies, donc avec d'autres délégations d'autres États pour essayer de faire que l'écologie devienne prioritaire. Première manifestation en 1972, pour ceux qui s'en souviennent, c'était le vélo sur les berges de la Seine pour obtenir la fermeture des berges de la Seine aux automobiles. Vous imaginez ? La mesure a été prise l'an dernier, il y a 2 ans. Donc voilà, c'est pour vous dire que combien Brice Lalonde a été, et pour ceux qui s'en souviennent aussi, il avait été à Mururoa, en bateau 2 fois lors des essais nucléaires pour protester contre la menée par la France d'essais nucléaires sur ces îles. Voilà, nous allons l'accueillir. Si nous avons le temps, nous avons pris la précaution de faire circuler des micros. Et donc, si on a le temps, on va regarder, parce qu'on est tenu par des horaires, mais si on a le temps, on va vraiment essayer de le faire, que quelques personnes puissent lui poser des questions avant la séance de signature qui suivra cette rencontre. Merci, je vais le chercher. Bonjour Brice Lalonde. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. On se connaît depuis un moment. Et quand j'étais journaliste, j'avais invité cet écologiste à l'antenne. Et où il était un peu seul à l'époque à défendre ce qui est devenu maintenant plus courant. Vous connaissez Pau en plus, vous m'avez dit ça tout à l'heure. Je connais Pau, oui, parce que ma maman montait dans le cheval et tous les ans, les chevaux, ça commençait à Pau, pour les 4 ans, pour ceux qui savent. Donc devant le champ de course, j'allais dans une hostellerie du fer à cheval, je me souviens encore de cette hostellerie du fer à cheval, et on mangeait de la garbure, du pastis, tout ce que vous voulez, enfin bon, donc voilà, je connais un peu tout ça. Un vrai écolo béarnais, quoi. Voilà. Alors, vous êtes engagé jeune, mais c'était d'abord l'UNEF, PSU, vous étiez un militant politique au début. Et à l'époque, on parlait Vietnam, Moscou, l'Europe de l'Est, pays du tiers-monde. Oui.
Donc votre engagement, ce n'était pas l'écologie tout au départ quand vous étiez jeune étudiant? Non. Au départ, c'était l'UNEF. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, alors, pour ceux qui se souviennent, il n'y avait qu'un syndicat étudiant. Et c'était le seul qui avait manifesté pour la paix en Algérie. C'était à la fin de la guerre d'Algérie. Et donc, pour les gens de ma génération, la fin de la guerre d'Algérie, c'était un moment difficile pour la France, compliqué. Et j'avais beaucoup d'admiration pour les étudiants qui étaient les seuls ou les premiers à avoir manifesté pour la paix. Donc, je me suis dit, dès que j'arrive à l'université, je prends ma carte à l'UNEF. Ça a un peu commencé comme ça. Et l'écologie, alors on l'a dit tout à l'heure, en 1969, vous rejoignez les Amis de la Terre. Et alors je me demande, qu'est-ce qui a bien pu faire que le militant politique que vous étiez, parmi les premiers en France, rejoigne quelque chose qui était un groupuscule à l'époque, les Amis de la Terre, pour utiliser un terme courant. Oui. En 69, pour ceux qui savent, d'abord c'est un an après 68, donc... Ça, on a été au courant. Vous étiez au courant. Ouais. Donc en 68, il se passe pas mal de choses. Et à quoi ça sert 68 finalement? C'est un grand mouvement, on ne sait pas très bien ce qu'on veut, on n'est pas content parce que la Sorbonne a été occupée par la police, c'était surtout ça au départ. Et on voulait se rendre utile, on voulait servir à quelque chose, on voulait que l'université nous aide à être utile à notre société. Et en 69, tout d'un coup, l'homme sur la Lune. Sur la Lune. Voilà, les photos de la planète. Et là, je me suis dit, mais enfin, c'est incroyable, cette planète, elle est complètement seule dans le noir de l'espace. Les cosmonautes qui arrivent de là-haut nous disent, mais attention, on voit les marées noires de là-haut, on voit les incendies de forêt de là-haut, attention, il n'y en a qu'une. Ils sont tous revenus écolos, quoi. Et donc, je me suis dit, c'est là. Et la deuxième raison, c'est que je me promenais à bicyclette. Et le président Pompidou disait qu'il fallait adapter les villes à l'automobile. Quoi? Adapter les villes à l'automobile? Mais non, c'est l'inverse, il fallait adapter les automobiles à la ville. Et c'est ça qui a fait que, comme il voulait mettre la voie express rive gauche, il voulait faire des autoroutes dans la ville, ah non. Voilà. Je suis très content parce qu'on a gagné là-dessus. Récemment. Ouais, plus de 40 ans de on ne fait plus d'autoroutes dans les villes, on ne crève plus les villes pour faire passer les automobiles, c'est absurde, quoi. Et pourquoi ça vous gênait tant? Je veux dire, vous étiez très peu à imaginer et à vous révolter contre ça. Vous étiez quelques-uns. Il faut bien commencer, Philippe. Ah, oui. C'est René Dumont qui vous a... Non, c'est nous qui sommes allés chercher René Dumont. Ah bon. René Dumont, c'était une figure. Magnifique, magnifique. Un prophète. Ah oui. Il avait le visage d'un prophète. Un courage extraordinaire. Moi, il m'a impressionné. On est allé le chercher. Il arrivait d'Algérie, je crois. Enfin, il donnait des consultations comme agronome. Agronome, c'est un ingénieur. Beaucoup de gens allaient lui demander son avis. Il descend de l'avion, à l'époque, une caravelle à Orly. On arrive en bas de l'avion, on avait le droit à l'époque. Monsieur le professeur, est-ce que vous accepteriez d'être notre candidat pour l'élection présidentielle? 1981, hein. 80. Ouais. 74. 74, pardon. 74, oui, disons. Oui, autant pour moi. Oui. Pardon. Et il nous regarde un peu interloqué, qui vous êtes, etc. Et il dit, écoutez, donnez-moi 24 heures. Donnez-moi 24 heures. 24 heures après, c'est d'accord. Voilà, incroyable. Et alors, les salles étaient pleines, c'est incroyable. Tout le monde venait écouter ce type. Mais qu'est-ce que c'est que ce type bizarre? Mais ils venaient tous écouter. Alors, ils n'ont pas tous voté pour le coup, mais au moins, voilà, ils ont écouté. Et ce type, alors il était bizarre parce qu'il disait, bon, on va faire un banquet parce que c'est la campagne électorale. En France, on fait souvent des banquets. Mais lui, après les hors-d'œuvre, il disait, bon, j'arrête parce que le reste, on s'est volé au tiers-monde, c'est du gaspillage, etc. Donc ça jetait un froid dans les banquets, bien entendu, parce qu'on avait quand même envie d'aller jusqu'au dessert, quoi. Voilà, enfin, c'était ce genre-là, quoi. Mais c'était quelqu'un qui restera dans la mémoire des écologistes et des autres, parce que c'était une personnalité extraordinaire, avec son pull rouge. Avec son pull rouge, il termine avec son verre d'eau en disant, attention les gars, parce que bientôt, on risque d'en manquer. Voilà, donc c'était ça, c'était alors en 74. 74, oui. Bon, ça a quand même... Mais il a converti pas mal de gens, enfin, il a sensibilisé, je dirais, beaucoup de gens à l'écologie. Ouais. Alors, 50 ans après, qu'est-ce que vous en pensez, Brice Lalonde? Parce que d'un côté, l'écologie, dont vous étiez un des premiers défenseurs, est devenue un des sujets numéro 1 pour tout le monde. Oui. Donc là, c'est une victoire, on va dire, de sensibilisation. Et d'un autre côté, on n'a pas beaucoup avancé. Alors... Oui, ou bien ce que je dis est faux. Non, ce que vous dites, c'est à moitié vrai. Disons que localement, monsieur le maire ou autre, là,
Tout le monde est au courant. Tout le monde fait attention à son bout de nature. Alors, il y a toujours des combats. On n'est pas content de ci, il n'y a pas assez de vélos, il y a ci, il y a ça. Mais dans l'ensemble, on essaye de protéger la nature ordinaire, la nature qu'on aime, le pays qu'on aime, sa commune, le bord de mer, etc. Mais il y a toujours des batailles, bien entendu, parce qu'il y a toujours le promoteur qui veut faire ci, le défenseur de l'environnement qui veut faire ça, etc. Là où ça ne va pas, c'est la planète. Parce qu'on est en train de mettre en danger les mécanismes fondamentaux par lesquels la planète entretient la vie. Voilà, c'est ça le problème principal. Donc, localement, il y a des batailles, ça s'améliore, les voitures deviennent plus propres, tout ce que vous voulez. La planète, là, c'est plus embêtant. Et c'est surtout embêtant parce que autant il y a monsieur le maire, ou il y a le gouvernement, ou il y a l'Union européenne, et l'Union européenne a été extrêmement utile pour l'environnement, autant la planète, il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne. Il y a 195 États, et quand ils discutent entre eux de l'avenir de la planète, leur seul problème, c'est la défense de l'intérêt national de l'État en question. Voilà. Donc c'est ça la difficulté. Et donc pour la génération qui vient, pour les diplomates, les futurs juristes ou les futurs responsables politiques, il faut absolument inventer une institution planétaire pour les problèmes planétaires. Pas pour tout, bien entendu, mais pour les problèmes de la planète. Alors là, il faut absolument quelque chose, c'est urgent, quoi. Et donc on le voit bien sur l'histoire du changement climatique, qui est quand même la menace la plus grave, quoi. Eh ben, il a fallu déjà 20 ans pour l'accord de Paris. Et en plus, il n'est pas appliqué. Enfin, il est appliqué à partir de l'année prochaine, mais les émissions ne cessent d'augmenter. Ne cessent d'augmenter. Voilà. Il y a beaucoup de gens, d'experts qui font des déclarations parfois contradictoires, ce qui fait qu'on a du mal de temps en temps à savoir ce qui est absolument vrai de ce qui est probablement vrai ou bien qui sera vrai dans quelques temps. Un petit point avec vous. Réchauffement climatique. Ça y est, c'est de manière définitive, tout le monde est absolument d'accord sur ce point. Ce sont les émissions carbonées qui font que, au-delà des variations possibles de l'atmosphère, c'est dû aux émissions carbonées des humains depuis 3 siècles. Oui. C'est une certitude. Oui. Alors, c'est responsable à 100% de tout ce qui se passe ou pas? Pour moi, c'est oui. Pourquoi c'est oui? Parce qu'on sait que dans l'histoire de la planète Terre, il y a eu des moments plus chauds et des moments plus froids. Énorme. Absolument. Mais on sait très bien pourquoi. C'est parce que c'est la position de la planète par rapport au Soleil. Et donc, c'est un astronome serbe qui s'appelait Milanković. Il n'avait pas d'ordinateur à l'époque. Il a vraiment travaillé que c'était ça. Eh bien, on s'est aperçu ensuite que c'est lui qui avait raison. Donc, selon la position de la planète Terre, sa position aussi par rapport au plan de l'écliptique, etc., tout ce que vous voulez, c'est l'ère glaciaire ou au contraire les aires interglaciaires. Mais là, tout d'un coup, c'est absolument pas une ère glaciaire, rien. Il faut encore 24 000 ans d'après les calculs sur l'orbite terrestre. 24 millions d'années. On avait pour 24 000 ans d'être pépère tranquille avec le même climat. Et là, tout d'un coup, ça chauffe, tout d'un coup, à une vitesse folle. Mais alors, on a cherché, est-ce que ce sont les tâches du Soleil, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Il n'y a aucune explication, la seule, c'est des gaz à effet de serre. Voilà. Donc il y a plusieurs gaz, c'est clair. Alors il y a encore des gens qui disent « Ah oui, c'est vrai, ça se réchauffe. » On ne peut pas dire le contraire. Regardez les glaces qui fondent partout, etc. On ne peut pas dire le contraire. Regardez les images des icebergs qui fondent. Oui, non, mais donc c'est tellement évident maintenant, ça se voit. Alors il y a encore des gens peut-être qui disent « Oh, que c'est vraiment notre responsabilité. » Surtout les pétroliers disent ça parce que ça les embête, évidemment. Donc quand vous êtes un exploitant de charbon ou quand vous vendez du pétrole ou du gaz, vous dites « Ah non, est-ce que vous exagérez pas un petit peu ? Laissez-moi encore 5 minutes, s'il vous plaît, il y a encore un peu de pétrole en bas, etc. » Non, c'est clair et c'est net. Voilà. Et vous avez quand même les scientifiques du monde entier qui font des rapports et qui sont de plus en plus alarmistes. Et pour moi qui vous parle, moi aussi, ça. Alors d'abord, j'ai des doutes sur beaucoup de choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les renouvelables? Est-ce que le nucléaire? Ouais, tout le monde s'engueule pour savoir si moi, mon énergie est la meilleure, etc. Donc c'est très difficile. Et puis c'est vrai que c'est très difficile de savoir comment était le climat dans le passé. On a maintenant des archéoclimatologues, paléoclimatologues qui cherchent à comprendre comment ça a fonctionné, etc. Bon, mais la situation du climat est très très grave. La situation est en ce moment très grave. Voilà, elle est très grave. Et autant j'admire les personnes qui veulent faire des efforts personnels dans leur consommation, dans leur mode de transport, tout ce que vous voulez, autant la question est politique. C'est d'abord une affaire politique. C'est d'abord aux responsables politiques
de se prendre en main et de s'organiser au niveau planétaire, au niveau mondial, pour faire quelque chose. Alors, la France n'est pas si mauvaise que ça, et je suis obligé de dire que c'est surtout grâce au nucléaire. Et alors, c'est paradoxal, parce que beaucoup de gens, y compris moi quand j'étais jeune, on était plutôt anti-nucléaire. Ah oui, moi je me souviens de vous anti-nucléaire. Ah oui, exactement. Et alors simplement, moi je ne connaissais pas l'histoire du changement climatique à l'époque. C'est arrivé, le changement climatique, c'est dans les années 85-86 qu'on a créé le GIEC, hein, le groupement des scientifiques. Et là, je me suis dit, mais alors attendez, là, il faut peut-être, c'est quand même très grave ça. Or, le nucléaire, il y a 80% des Français qui croient que le nucléaire contribue au changement climatique. Eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est pas vrai. Voilà, le nucléaire, il a ses problèmes. Il y a des déchets, il y a des risques d'accident, tout ce que vous voulez. Mais le nucléaire, il n'envoie pas de gaz carbonique. Il donne beaucoup d'électricité pour très peu de gaz carbonique. Donc voilà. Donc à un moment donné, le paradoxe, c'est que beaucoup d'écologistes n'aiment pas le nucléaire, alors qu'on en a besoin peut-être encore. Voilà. Ou alors il faut réduire la consommation d'énergie de manière absolument considérable. Et donc c'est vrai que je comprends très bien qu'on ait du mal. Regarde, qu'est-ce que je vais acheter comme voiture? Une voiture électrique, une voiture à hydrogène, une voiture ci, une voiture ça. Donc c'est difficile de s'y retrouver. Et c'est pour ça que, bon, il faut se calmer, il faut faire les choses de manière ordonnée, mais on n'y arrivera pas si ce n'est pas tout le monde et que ce n'est pas organisé par le gouvernement et par les élus de manière responsable avec les entreprises et les communes. Mais moi, je parle à un militant politique qui a fait de la politique, qui a été ministre de la République. Et donc, ce ministre-là, il sait bien que les mouvements de population et l'influence de l'opinion publique est énorme sur les décisions politiques. C'est ça que je voulais vous dire. Est-ce qu'on peut dire, comme vous venez de le dire, c'est une décision politique et ne pas penser que parfois les politiques sont obligés de prendre des décisions sous la force de l'opinion publique? Je veux dire, est-ce que ça ne passe pas aussi par l'opinion publique qui exigerait des politiques qu'elle avance dans ces domaines? Oui, bien sûr. Alors simplement, il ne faut pas faire de bêtises. Il ne faut peut-être pas aller trop vite, ou il faut essayer de bien expliquer les choses. On le voit bien avec la taxe carbone, ou la fameuse taxe carbone, qui a ensuite déclenché la colère. Est-ce qu'on a appelé les gilets jaunes? Bon, parce que si vous faites quelque chose comme ça, qui consiste, après tout, l'idée n'était pas idiote. Si l'essence est plus chère, on va rouler moins. Voilà, c'était à peu près ça l'idée. Mais à ce moment-là, il y a ceux qui sont absolument condamnés à utiliser la voiture parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de transport pour aller au boulot ou ailleurs. Il faut penser à eux. Et donc, l'argent de la taxe, il fallait la redistribuer aux Français. Et c'est ça qu'on n'a pas fait. Comme d'habitude, Bercy, le ministre des Finances, veut toujours tout l'argent. Parce que la France est endettée, parce que, etc., on n'a jamais assez d'argent. Bon, eh bien non, il aurait fallu immédiatement le redistribuer pour aider les Français à consommer moins d'énergie ou à la consommer mieux, à acheter une autre voiture et autres. On ne l'a pas fait. Et maintenant, on le paye. Voilà, et donc c'est compliqué. Alors, on va faire les choses sans doute au niveau européen, mais c'est vrai qu'il faut pousser les politiques. C'est vrai qu'il faut les pousser. Parce que, regardez les jeunes aujourd'hui, regardez cette jeune Suédoise et autres choses, etc. Les gens, Greta, etc. Ah bon, il y a des gens qui disent c'est une sainte et d'autres c'est une sorcière. Bon, c'est pas encore, c'est comme Jeanne d'Arc, donc c'est un peu compliqué. Mais cette panique des jeunes, ils sont paniqués, les jeunes, ils ont peur. C'est quoi notre avenir, etc. Et donc, ils ont raison, non? Mais oui, ils ont raison. Simplement, ils ne savent pas par où commencer. Et ça, c'est au politique de savoir par où commencer. Et donc, le politique, il doit répondre à la panique des jeunes et à l'inquiétude des jeunes en disant rassurez-vous, on va faire les choses ensemble, etc. Et c'est ce qui ne se passe pas vraiment. Voilà, ça ne se passe pas vraiment. Parce que même les politiques, c'est compliqué cette histoire, ils ne savent pas par où commencer. Juste encore sur le bilan. Alors, on a parlé du CO2, enfin du carbone dans l'air, mais il y a aussi la disparition d'espèces. Je lis des papiers en disant que les abeilles meurent par dizaines de millions, les oiseaux ont diminué de 30% les 10 dernières années, des choses effrayantes. C'est-à-dire que le massacre a déjà commencé, si j'ose dire, pour certaines espèces. Mais oui, bien sûr, mais bon, en même temps, est-ce que vous avez entendu parler de la référence glissante? Alors, la référence glissante pour les animaux, c'est-à-dire, moi, je me promène à Pau avec mon papa, mettons, s'il était encore de ce monde, et je lui dis, tiens, regarde les hirondelles, il y en a au moins une quinzaine, là, d'hirondelles. Mon père me regarde et il me dit, mais quand moi j'étais jeune, il y en avait une centaine. Et si vous voulez, moi qui en vois une quinzaine, je me dis, mais c'est la nature qu'il faut protéger. Mon père, il aurait pensé que c'était absurde, qu'on en avait déjà perdu beaucoup. Et toutes les étapes de l'histoire de l'humanité, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était avant, les animaux qu'il y avait partout. Et quand vous regardez dans les grottes préhistoriques, il y en avait encore 100 fois plus qu'on pense qu'il n'existe qu'en Afrique aujourd'hui. Non, il y en avait en Europe, etc. Donc chaque génération, bon, ben là, la nature devant elle,
et c'est celle-là qu'il faut préserver, qu'il faut enrichir, si vous voulez. Mais je ne pense pas que ce soit la fin du monde. Voilà, c'est simplement qu'on s'est sans doute trompé à un moment donné. Il faut qu'on respecte davantage la nature et les animaux. Il faut qu'on organise nos autoroutes pour que les animaux puissent traverser, etc., etc. Ce qu'on fait de plus en plus. Ce qu'on fait de plus en plus. Et en France, il y a plus d'animaux. Est-ce que ces morts d'animaux sont le fait du réchauffement climatique ou de tout ce qui se passe autour des affaires climatiques? Alors, ou pas? C'est aussi parce qu'on les tue, parce qu'ils se font écraser par les routes, les hérissons, tout ce que vous voulez. Si vous voulez. Les oiseaux, par exemple, sans doute qu'on a mis trop de pesticides à droite à gauche, donc les pauvres oiseaux, etc. Et donc, pour qu'il y ait des animaux, il faut qu'il y ait de la nature pour qu'ils vivent leur territoire. Donc, ce n'est pas uniquement je vais sauver un animal mettre dans une cage, il faut qu'il puisse vivre librement dans une nature préservée. Par exemple, les abeilles. Les abeilles sont très très contentes quand il y a des champs de colza. Elles vont aller se déguster les fleurs de colza. Puis ensuite, une fois que le colza a été récolté, il n'y a plus rien. Donc, il faut qu'on nourrisse les abeilles jusqu'à l'automne. Donc, le lierre, c'est très bien le lierre parce que les fleurs, c'est à la fin de la saison. Donc, on demande à l'agriculture aujourd'hui de mettre des fleurs pour les abeilles. Donc, c'est un truc en plus. Parce que comme ça, il y a des pollinisateurs, etc., etc. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut inventer une nouvelle économie, on commence à le faire, qui rémunère la nature. Rémunérer la nature, ça veut dire qu'on va remercier l'abeille de bien vouloir polliniser. En lui mettant des fleurs, en laissant les apiculteurs mettre des ruches et en luttant contre le frelon asiatique, par exemple. Est-ce que, alors un autre point on parlait des icebergs tout à l'heure, mais c'est les océans qui, paraît-il, sont... on ne va pas dormir ce soir avec Philippe, là, maintenant. Non, mais je vous pose la question parce que là, récemment, on dit, mais les océans, c'est pire encore que ce qui se passe sur la terre ferme. C'est vrai ou pas? C'est pas pire, non. Non. Je vous parle parce que vous êtes la responsable d'association en ce moment qui s'occupe d'énergie, qui s'occupe de tous ces problèmes. Et donc, je vous pose la question à vous, qui êtes un technicien de 50 ans dans cette affaire. Oui, mais les océans, c'est parce que pendant très longtemps, on a considéré que c'était absolument inépuisable, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, et donc c'est une poubelle. Donc, tout ce qui est sur Terre finit dans la mer. Toute l'eau, ça va. Donc, le plastique, ça finit dans la mer. Donc, maintenant, vous avez des quantités phénoménales de plastique. Et le problème de la nature, si vous voulez, c'est que la nature a beaucoup plus de mal avec nos déchets. Elle n'arrive pas à les digérer, le CO2, les plastiques, tout ce que vous voulez, elle n'arrive pas à les digérer. Alors que les ressources, bon, il y en a toujours pas mal, parce qu'il y a quand même 30 km d'écorce terrestre, donc on met plus d'énergie. En revanche, la question de l'énergie, ça va devenir un problème. Il y a des problèmes. Le temps long, c'est ça la question de l'écologie, c'est un peu, bon, essayons de sortir des 4 années de l'élection présidentielle ou du rapport aux actionnaires de l'entreprise, essayons de voir un peu plus long. Alors, par exemple, en 2100, en principe, la population de la planète va descendre. Ça y est, c'est passé. Donc, il y a un moment difficile à passer, là, tout de suite. Mais bon, en principe, c'est bon. Alors, les océans, maintenant, il y a un moyen de faire pour les océans, c'est de faire de très, très larges réserves marines. Si on fait de très larges réserves marines, ça se reconstitue. Et ça repeuple à partir de la réserve. Mais c'est vraiment des très, très grandes. Or, la France, elle peut le faire, puisqu'on a les Kerguelen et le Sud, on a beaucoup d'îles là-bas, si je puis dire, et on peut faire de très, très grandes réserves. Combien de temps vous pensez que... on voit bien que ça prend du temps, que les objectifs ne sont pas respectés, etc. La planète a combien de temps? 20 ans? 30 ans? Non, mais je veux dire... La planète, elle n'a pas de problème. Elle va rester. Le problème, c'est les humains. Hein. Voilà. C'est les humains et les autres animaux. Et ceux qui vivent, voilà. Mais déjà, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup plus d'animaux domestiques que d'animaux sauvages sur cette planète. Je veux dire... Et on a donc des difficultés avec tous ces élevages, parce que tout le monde veut manger de la viande, etc. Bon, alors donc, par exemple, les antibiotiques, on n'arrête pas de donner des antibiotiques aux animaux d'élevage. Résultat, la résistance aux antibiotiques commence à s'étendre partout. Donc, il y a beaucoup de bêtises de ce genre-là qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas. Donc, aujourd'hui, le réchauffement climatique, vous ne l'arrêterez pas. On ne l'arrêtera pas. Non. Donc, il faut savoir ça, vous ne l'arrêterez pas. Pourquoi vous ne l'arrêterez pas? Parce que c'est cumulatif. Même si on arrêtait complètement d'envoyer des émissions, ce qui serait très utile parce que vous allez limiter le réchauffement, malheureusement, il va continuer parce que le gaz carbonique,
Le CO2, quand on était petit, on apprenait qu'il fallait mettre une bougie quand on descendait à la cave pour voir si la bougie continuait à brûler. Ouais. Si elle ne brûlait pas, c'est qu'il y a eu du gaz carbonique. Bon, ben, le gaz carbonique, malheureusement, c'est une molécule extrêmement résistante, hein, c'est difficile à casser. Eh ben, quand vous envoyez votre gaz carbonique dans l'air en brûlant du pétrole ou en brûlant du charbon ou du gaz naturel, une partie va être prise par les arbres, peut-être, pour la photosynthèse. Et par les eaux aussi, une partie par la mer, parce que ça se dissout dans la mer. Et le reste, ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Enfin, bon, je ne sais pas ce qui se passera dans les temps géologiques, si vous voulez, mais, oui, elle est là pour toujours, quasiment, et donc elle va continuer à réchauffer. Et donc la mer va continuer à monter. Et donc les canicules, ça va continuer, quoi. Voilà, donc c'est ça qu'il faut savoir. Pour nous, dans notre vie quotidienne, ça veut dire, et pour la politique, ça veut dire que l'adaptation au changement climatique est absolument indispensable. Et elle est négligée. Ça veut dire que toutes les villes du bord de la mer doivent prévoir, ça va monter. Ça monte de 3 à 4 mm par an. Donc c'est irrépressible, ça continue. Ça veut dire qu'il faut prévoir des vents à 200 km/h ou 300 km/h. Parce que ce qui s'est passé à Saint-Martin, 300 km/h, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui résiste à ça? Vous avez des vitres qui cassent et qui deviennent des projectiles qui vous découpent, etc. Enfin, c'est terrifiant. Donc, il faut prévoir que c'est possible. Et qu'est-ce qui se passe avec le changement climatique? C'est qu'il y a de plus en plus d'évaporation. La mer devient plus chaude, la Méditerranée est plus chaude, etc. Donc, il y a des quantités phénoménales de vapeur d'eau et ça se balade. Ça fait des espèces de rivières atmosphériques de vapeur d'eau. Et tout d'un coup, ça se condense et fling, ça tombe. Et ça tombe dans des endroits, c'est l'embouchure du Mississippi, à peu près comme volume d'eau, quoi, qui tombe tout d'un coup dans des endroits où ils ne sont pas du tout habitués à ça, et ça fait des pluies torrentielles et des inondations. Et donc, ça veut dire que pour les mers et autres, surtout ne pas donner de permis de construire au bord de l'eau, parce qu'il y a des risques d'inondation quasiment certains, quoi. Et du canicule, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça s'évapore plus, ça va dessécher, etc. Bon, c'est un autre monde, voilà, c'est un autre monde. Alors, il est peut-être un peu moins hospitalier, mais les êtres humains, nous, on est quand même suffisamment astucieux, j'espère, intelligents. Il y a 7 milliards de personnes intelligentes ou de cerveaux qui peuvent se connecter. On doit pouvoir trouver à la fois les moyens de s'adapter et de réduire ou de ralentir le réchauffement. Il y a un moyen de faire, peut-être. Quelqu'un m'avait dit, mais vous nous embêtez avec votre histoire de CO2, c'est quand même, il n'y en a pas beaucoup quand même, hein, c'est des tout petites parties par million, c'est quand même pas grand-chose. Il faut inventer un super arbre. Voilà. Un arbre. Inventons un super arbre. C'est pas aussi bête que ça paraît comme ça, parce que pour l'instant, la meilleure manière de lutter ou de réduire les émissions, c'est de planter des arbres. C'est les plantes, elles récupèrent le CO2. Mais peut-être qu'on arrivera à faire la photosynthèse artificielle. Et vous savez quels sont, par exemple, parmi les coupables. Le premier coupable de l'effet de serre, c'est pas nous. En France, c'est la production d'électricité par le charbon. Le charbon, c'est le plus sale. C'est pas seulement du CO2, c'est des tas de saloperies. Et malheureusement, il y a énormément de centrales à charbon pour faire de l'électricité dans le monde. Bon. Le deuxième, c'est la déforestation, parce que quand on coupe des arbres, ils avaient capturé du CO2. Donc, quand vous coupez et vous brûlez, tout ça, ça repart à l'atmosphère. Le troisième, c'est le ciment. Le ciment. Oui, le ciment. Et le quatrième, c'est le digital. Chaque fois que vous envoyez sur votre Internet les petites vidéos du petit chat, qui sont tellement marrantes sur Internet, vous ne vous rendez pas compte de la quantité d'énergie que vous utilisez. C'est quoi la quantité? Mais c'est beaucoup. C'est même frappant que ce soit à ce point-là, quoi. Et donc, on dit par rapport à une voiture, c'est quoi, par exemple? Non, ça dépend si vous roulez tous les jours. C'est beaucoup. Mais c'est ce genre-là, oui, c'est de ce genre-là. C'est de ce genre-là. Oui, bien sûr. Et donc, on dit, écoutez, envoyez peut-être pas de photos, envoyez juste des pièces attachées les plus simples possibles. Et donc, un certain nombre de gens, alors moi je ne sais pas, je vous le répète ici, disent un jour l'Internet sera payant, on ne pourra pas continuer comme ça. Donc préparez-vous à payer pour Internet, etc., etc. Et puis vous avez les avions ensuite, mais c'est loin derrière, contrairement à ce que les gens pensent, si vous voulez. Mais le problème, c'est que ça monte. Parce que l'Asie, tout le monde veut prendre son avion, l'Afrique, ça va être autour de l'Afrique. Et le digital, ça n'arrête pas de monter aussi, parce que tout le monde veut utiliser le digital, y compris pour ne pas prendre l'avion d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est quand même... Bon, donc voilà. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, il faut évidemment faire attention à notre consommation d'énergie, mais il y a un moment donné, quand même, on garde le mode de vie. Et donc, c'est pour ça que la question du nucléaire, l'hydraulique, les éoliennes, tout ce que vous voulez,
est si importante, parce que il faut électrifier, il faut passer à l'électrique partout. Voilà. Pourquoi? Parce que l'électrique, vous pouvez le produire de manière décarbonée, grâce à l'hydraulique, au nucléaire, aux éoliennes, tout ce que vous voulez. Et donc, il faut que l'électricité entre en guerre contre le pétrole, le mazout, tout ce que vous voulez, le gaz, etc. Et il y a une bataille en ce moment entre le gaz et l'électricité. Le gaz dit « Ah non, moi je suis quand même meilleur, je suis quand même bien meilleur que le charbon », ce qui est vrai. Mais bon, c'est quand même... Voilà. Donc, il faut savoir ça, donc il faut faire attention partout. Et en ce moment, vous avez des dispositifs qui marchent plus ou moins bien. C'est compliqué pour les particuliers. Mais vous pouvez remplacer votre chaudière à fioul, par exemple, assez bien. Vous avez un instrument extraordinaire qui s'appelle la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, ça prend, mettons, un tiers ou un quart d'énergie électrique ou autre, et ça récupère 3/4 à l'extérieur de chaleur. Ça va la chercher à l'extérieur. Bon, donc il y a des tas de choses de ce genre-là, mais il faut faire attention aux margoulins. Il y a des margoulins toujours qui utilisent, il y a des primes, alors il y a des gens qui se précipitent pour dire « moi je le fais très bien », etc. Donc ce n'est pas si simple pour le particulier, et donc il faut que nous nous engagions davantage pour aider, comment on fait avec les entreprises et les professionnels. Il y en a qui le font très bien, d'autres qui le font moins bien. On demande maintenant, finalement, en quelques dizaines d'années, de changer complètement l'organisation du monde qui a mis 3 siècles à se mettre en place. Ça fait 3 siècles qu'on fait du charbon. Oui. Bon. Est-ce que c'est possible? Je ne sais Qu'en pas. quelques dizaines d'années, on puisse renverser complètement... Ça semble une somme d'argent tellement énorme, des changements tellement gigantesques. On se dit, mais est-ce que c'est imaginable de faire ça en 20-30 ans, par exemple? Revenir sur 3 siècles complets d'organisation industrielle du monde. Ah ben, il faut le faire, parce que ça va coûter encore plus cher de rien faire. En ce moment, le coût des catastrophes naturelles, le coût des inondations, le coût des cyclones, ben attendez, c'est absolument phénoménal. Ça dépasse largement le coût des travaux à faire. Et ça va continuer et s'aggraver. Et donc, parmi les premières entreprises à dire attention, attention, on ne peut pas continuer comme ça, ben, les assurances sont parmi les premières à dire on ne peut pas continuer. Et le monde financier est parmi les premiers. Et vous avez même des investisseurs qui disent maintenant, mais écoutez, si tout d'un coup on me dit qu'il faut arrêter le pétrole ou le gaz, moi je ne vais pas investir là-dedans parce que ça voudra dire que dans 20 ans, tout mon argent sera perdu. Et ça, c'est ce qui vient d'arriver il y a 3 jours, que la Banque européenne d'investissement a dit, je n'investis plus dans le fossile. Y compris le gaz. Ouais. Oui, je n'investis plus dans le fossile. Bon, donc, les choses sont en train de se transformer, mais elles ne vont pas assez vite. Et nous avons un problème avec les États-Unis. Parce qu'évidemment, quand il y a une brebis galeuse, si je puis dire, bah, évidemment, ça ralentit les choses, surtout si cette brebis galeuse, c'est la première économie mondiale. Donc il y a une vraie difficulté là. Et il va falloir combattre politiquement, si je puis dire, M. Trump et d'autres. Parce qu'autrement, on aura du mal, on va ralentir, on va perdre 10 ans, quoi. Vous parliez de la peur tout à l'heure, les gens ont peur. Peur à juste titre d'ailleurs. Est-ce que la peur, ça ne peut pas être à double effet? C'est-à-dire que, parce qu'il y a des collapsologues maintenant, c'est une nouvelle profession qui est née il y a une dizaine d'années, des gens qui annoncent la fin du monde pour les 20 ans qui viennent, quelque chose comme ça. Cette peur-là, elle peut provoquer chez les gens dire, puisque c'est foutu, après tout, aucune économie n'est bonne à faire, tant pis, après tout, vivons les 20 dernières années, profitons-en. Après moi le déluge. Et puis d'autres, au contraire, qui se disent, il faut vraiment faire... C'est urgent. Est-ce que ce n'est pas dangereux de manier la peur et est-ce que les collapsologues ont raison? Alors, est-ce qu'ils ont raison d'annoncer la fin du monde? Non, ils n'ont pas raison, parce que, moi je dis toujours, à cause des difficultés économiques, la fin du monde est reportée à une date ultérieure, parce que on a des moments difficiles, il y a une crise, etc., etc. Là où les collapsologues sont utiles, c'est qu'ils avertissent. Ils disent des lanceurs d'alerte, quoi. Oui, voilà ce qui pourrait arriver si on ne faisait rien. Voilà ce qui pourrait arriver si vous avez en même temps des terroristes, une coupure d'électricité générale en Europe, la fin de l'approvisionnement en pétrole parce que les routes sont coupées, tout ce que vous voulez. Oui, alors à ce moment-là, on prend des précautions. Et par exemple, l'énergie solaire, par exemple, ça vous permet éventuellement, si vous décidez, vous pouvez avoir de l'autoconsommation collective, et puis si vous avez une coupure du courant général du réseau, vous avez votre électricité solaire, etc. Donc, ça permet d'anticiper, d'éviter, et puis franchement,
Je ne crois pas. Je crois que l'action politique, je pense que la lutte contre le changement climatique ou l'écologie, c'est tellement passionnant et tellement enthousiasmant de lutter pour ça. Le changement climatique, la grande difficulté, c'est la suivante. Quand vous êtes face à une menace planétaire, ou bien tout le monde s'unit pour lutter ensemble, voilà. Ou bien c'est chacun pour soi. Et donc, le chacun pour soi, il faut combattre ça très fortement. Et je le dis d'autant plus que, par exemple, comme défenseur de l'environnement, il faut que nous sachions que l'Union européenne a été un formidable accélérateur de progrès dans la défense de l'environnement. Il y a beaucoup de directives sur l'eau, sur les déchets, sur tout ce que vous voulez, qui n'auraient jamais été acceptées ou prises par les gouvernements. Je peux vous le dire, j'y étais donc dans un gouvernement, donc je peux vous dire, et j'étais toujours content de dire, ah, on est obligé, c'est l'Europe. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je trichais un peu, bien entendu. Alors, l'Europe, il y a plein de défauts, tout ce qu'on veut. Et il y a des tendances au repli en ce moment, et chacun pour soi, retrouvons notre souveraineté, etc., etc. Mais le changement climatique, on n'arrivera pas si c'est chacun pour soi. On n'y arrivera pas. C'est vraiment très important de s'entraider et de faire les choses en commun. Et même l'Europe, on a des difficultés. Par exemple, l'Allemagne a dit « je ne veux plus de nucléaire ». Résultat, ils envoient 2 fois plus de gaz à effet de serre que la France. Bon, alors c'est compliqué, il faut discuter avec nos amis allemands. Est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que vous comprenez que ce que vous faites, c'est pas, peut-être que ça ne marche pas complètement. Mais ensuite, vous avez la Pologne et vous avez les pays qui étaient naguère sous coupe de l'Union soviétique. Eux, ils sont un peu moins avancés, si je puis dire, dans la question d'environnement, et ils veulent rester au charbon. Donc il y a une discussion déjà au sein de l'Union européenne qui est très difficile. Mais il faut la mener, et les jeunes sont là pour nous aider. Là, pour le coup, les manifestations de jeunes sont extrêmement utiles et très importantes. Simplement, il faut qu'ensuite le politique dise, voilà la direction où il faut aller, voilà la première cible, voilà la première étape, etc. Ouais. C'est-à-dire donner le déroulé imaginable. Que répond-on, Brice Lalonde, à ceux qui disent à quoi ça sert de faire des efforts en France? La Chine envoie 150 000 fois plus que nous. Les États-Unis ont déchiré l'accord de Paris. Est-ce que ça a un sens, tout simplement, de dire qu'il faut faire des efforts chez nous si, comme vous le disiez tout à l'heure, la couverture, ça ne changera absolument rien, pas un micron à la pollution et au dérèglement climatique, puisque les plus grandes puissances continueront d'émettre? Alors, c'est justement, à la limite, c'est un défi de plus qu'il faut relever. Allez, menons à la bataille, allons-y. Aux États-Unis, les États-Unis sont un des rares pays à réduire leurs émissions en ce moment, contrairement à ce que dit Trump, à fermer les centrales au charbon, contrairement à ce qu'il voudrait. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, quoi. Le gaz, eux, c'est le gaz de schiste et c'est le gaz. Bon, alors, c'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux que le charbon. Et ensuite, vous avez la moitié de l'Amérique qui est complètement en désaccord avec Trump, complètement, et qui continue à dire « mais moi, au contraire », etc. Et vous voyez bien ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. La Californie brûle, vous avez des cyclones épouvantables, Miami est sous l'eau quasiment déjà, le Cap Canaveral où on envoie les fusées, ça va être sous l'eau, etc. Les Américains... Il se passe des choses terribles aux États-Unis. Oui, les Américains, ils sont les premiers témoins. Ils sont les premiers témoins. Les Américains, ils sont en train de... Et les démocrates, alors malheureusement, c'est plutôt des petits poussés, les démocrates pour l'instant, mais bon, ils sont quand même tous en train de discuter du changement climatique. Donc la bataille a lieu. La Chine, c'est plus compliqué parce que la Chine, c'est pareil. Vous avez des ouragans qui arrivent sur Shanghai, des choses de ce genre-là qui leur font très peur. La pollution par le charbon, alors pour le coup, la pollution classique, comme à New Delhi, tout ce que vous voulez, on n'arrive plus à respirer. Et donc, le gouvernement chinois a dû faire face à des mouvements sociaux extrêmement puissants, forts, pour l'obliger à arrêter, à être plus propre. Alors, les Chinois, c'est le premier producteur mondial de photovoltaïque, d'éoliennes et tout ce que vous voulez. Donc, en dépit de leur usage encore immodéré du charbon, parce qu'ils ont besoin de charbon pour eux, ils disent, me développe d'abord, on verra après, c'est quand même c'est le premier producteur mondial de renouvelables. Et ils se lancent aussi dans le nucléaire. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, eux, ils ont réussi à faire marcher leurs EPR, alors que nous, on n'y arrive pas. Pourquoi vous avez quitté la politique, Brice Lalonde? Parce que quand on vous entend, on se dit, mais on aimerait bien l'entendre de temps en temps. Mais vous avez refusé les partis verts, etc. Vous aviez des problèmes d'organisation, mais quand même, une voix, ça compte. Qu'on vous réentende dans le débat public, ce ne serait pas de trop? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Et la deuxième chose, c'est que j'ai arrêté la politique parce que ça me rendait mauvais. Voilà, la politique, ça rend mauvais. Bon, alors, je ne sais pas comment expliquer ça, si vous voulez, mais... Ça rend mauvais? Oui, ça rend mauvais. Enfin, je suis rentré en politique pour l'écologie, pour défendre l'écologie.
Et d'ailleurs, ça a marché pendant un certain temps. Ensuite, quand vous faites de la politique, c'est quoi la politique en France? C'est il faut préparer la prochaine élection. Parce que si vous n'êtes pas dans la prochaine élection, vous n'existez pas. C'est-à-dire qu'il faut gagner. Il faut gagner. Il faut gagner. Pour gagner, il faut faire un parti. Autrement, vous avez du mal, ça ne suffit pas. Donc, j'ai créé un parti. Et ensuite, le parti, c'est 24 heures sur 24, vous êtes complètement obnubilé par la vie de votre parti. Qui c'est que vous allez mettre à Pau? Ah, il y a Dupont qui veut être à Pau. Ah non, c'est à Durand qui dit c'est moi, et pourquoi c'est Dupont, etc. Vous passez votre vie à ça, et à la fin, vous oubliez pourquoi vous êtes entré en politique. Parce que vous êtes complètement pris par la passion du jeu politique qui dit il faut gagner. Bon, voilà. Bon. Ah, mais c'est intéressant de vous entendre sur ce point, parce qu'on ne sait pas tous exactement comment ça se passe, on avait des idées, mais vous confirmez donc que la politique broie la cause pour laquelle vous vous battez. C'est cela même. Les règles du jeu de la politique finissent par l'emporter sur vos propres règles, ce que vous voudriez défendre. Alors, ce que je dis, c'est un peu naïf. C'est peut-être parce que je n'étais pas vraiment fait pour ça. Alors, il y a des moments où je regrette. Je me dis, ah putain, si j'étais là. Enfin bon, voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je ne vois pas. Alors, quand vous dites on ne vous entend plus, c'est vrai qu'en France, les médias et autres sont fascinés par les acteurs politiques. Donc, ils ont tendance à... Chef de parti. Donc, on voit que ces gars-là, on a du mal, quand on n'est pas dans la politique, à s'exprimer, c'est vrai. Bon, mais il faut changer. On a quand même de plus en plus de scientifiques qu'on écoute, etc. Mais moi, j'aimerais, je veux dire, comme nous tous, peut-être, on aimerait que les gens qui en savent le plus, ce soit eux qui parlent. Et pas forcément, comme vous venez de le dire, des représentants de parti. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de... Il y a une prise de parole peut-être des experts qui passent depuis 20 ans sur ce sujet. S'ils venaient expliquer régulièrement aux gens ce qui se passe, peut-être cela aiderait à changer les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends très bien. Comment se fait-il? Alors, vous pourriez, par exemple, être dans cela, mais d'autres aussi, des gens du GIEC qui viennent régulièrement, qui mobiliseraient les gens pour leur faire vraiment percevoir la réalité des choses, tout simplement la réalité. Oui, je pense que le GIEC, on l'écoute quand même pas mal. Oui, il y a des rapports, bon, c'est vrai. Et ce qu'il faut que vous sachiez, je pense, c'est que les scientifiques, leur job, ce n'est pas la politique, justement. Les scientifiques, ils sont assez prudents, d'ailleurs, et quand vous regardez les rapports du GIEC, ils disent si vous faites ça, vous avez 50% de chance d'arriver à tel résultat, etc. Et ensuite, ils mettent unanimité ou majorité faible entre eux, quoi, pour dire, voilà. Et ce sont les politiques, par exemple, qui ont décidé qu'il ne fallait pas dépasser les 2 degrés Celsius à la fin du siècle. Ce sont les politiques. Et je me souviens, parce que j'étais à cette réunion, les Brésiliens discutaient avec les Chinois, et finalement, les Chinois ont accepté, etc. C'était les plus difficiles, quoi. Et donc, on a fixé 2 degrés Celsius. Ce n'est pas les scientifiques. Les scientifiques, ils ont dit, si vous faites 2 degrés Celsius, alors vous avez une chance de ne pas dépasser, etc., etc. Mais alors, il ne faut pas dépasser les 1000 gigatonnes, etc. Bon, les politiques, ce sont des gens qui devraient prendre des décisions et qui ne devraient pas suivre l'opinion, mais la précéder. Bon, voilà, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Et je veux dire... on a les politiques qu'on mérite. Oui, ils sont élus, ça voulait dire. Juste un dernier mot sur les 2 degrés Celsius. À quoi sert-il vraiment de signer des accords internationaux aussi difficiles que l'accord de Paris, par exemple, si des gens peuvent se permettre de les déchirer un an après ou de les oublier tout simplement? Oui. Alors justement, je ne suis pas très content de ce qui se passe en France, mais on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais alors... parce qu'en France aussi, les émissions augmentent et on n'arrive pas à tenir nos engagements. Nous-mêmes, la France ne tient pas les engagements. Oui. Non, exactement. Parce que si vous voulez, il y a des groupes de pression. Et en France, les 2 orientations qui ont été retenues, ce n'est pas la réduction des émissions, c'est l'économie d'énergie et les renouvelables, qui ne sont pas le seul moyen et qui, quelquefois, ça ne marche pas, quoi. Alors, je discute avec un député charmant, hein, il est très, 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 très convaincu, qui s'appelle Mathieu Orphelin. Alors, un ami de Hulot. Un ami de Hulot, voilà. Alors, il vient de faire passer la loi de l'urgence écologique, la neutralité carbone. Voilà. La neutralité carbone, ça veut dire qu'il faut diviser par 6 les émissions. Alors, eux, ils disent 2050. L'accord de Paris, c'est 2100. Hein, donc, on n'est pas obligé de faire de la surenchère tout le temps, essayons de faire les choses correctement. Alors, je lui dis, mais Mathieu, mais pourquoi est-ce que tu fais le facteur 6, division par 6, quand on n'arrive même pas à faire la division par 4? Est-ce que tu ne crois pas que ça aurait été mieux d'essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire la division par 4, plutôt que tout de suite de dire il faut faire la division par 6? Alors il me répond,
je crois que c'est très important de dire ce qu'il faut faire. Voilà. L'objectif. Oui. Et donc, alors, ça se défend. Donc, la loi dit ce qu'il faut faire, mais elle ne dit pas comment y arriver pour l'instant et comment il faudrait changer la situation en France. Et donc, on est tout le temps devant cette déconnexion terrible entre des engagements, la main sur le cœur, on va réussir à faire ci et ça et machin, et la réalité. Voilà. Et ça, c'est terrible. Et c'est vrai à l'échelle mondiale aussi, puisque récemment, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie disait écoutez, franchement, excusez-moi, pour l'instant, ça n'arrête pas d'augmenter. Donc, il faut prendre des mesures sévères. Et je reviens à la question du nucléaire. Ça veut dire que pour tous les écologistes maintenant, la question c'est, de deux mots le moindre, si on a besoin absolument d'avoir une source d'énergie très importante, même si elle peut avoir des inconvénients, ne vaut-il pas mieux accepter ça au nom d'un... Provisoirement, en tout cas. Au moins provisoirement, pour lutter contre le changement climatique. Voilà. C'est une question très importante. Pour moi, elle est très importante, puisque ce sont tous mes amis, si vous voulez, dont certains, ils n'arrêtent pas de penser que le nucléaire, c'est plus grave que le changement climatique, ce qui est complètement absurde de mon point de vue. Voilà. Oui. J'essaie de dire ce que je pense. C'est pas toujours facile, quoi. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on vous a invité. Moi, j'ai aimé le caractère direct de vos propos, les hésitations qui sont les vôtres, la reconnaissance que les plus engagés de tous les écologistes sont divisés sur des sujets très importants, oui. Et que j'en retiens une conclusion assez pessimiste quand même, c'est que l'accord mondial sur tout ça... Est-ce que c'est raisonnable de rêver à ça? Parce que je vous ai entendu, vous avez commencé par ça. La politique, c'est quelque chose d'incroyable quand même. Alors tout à l'heure, je disais, le problème, c'est évidemment que la sélection des élites se fait par les élections. Mais la politique, elle est capable oui. de faire des choses incroyables. Elle est capable de faire le pire, bien entendu, beaucoup de conneries, tout ce qu'on veut. Mais elle est capable, tout d'un coup, de sauter par-dessus des étapes. Je pense à l'exemple, je ne sais pas moi, la monnaie unique, l'euro. C'était absolument impossible à croire. Impossible à croire. Impossible à croire. Et boum, la politique. Je te fais ça. Alors, les gens disent, ah ouais, mais on a fait l'euro, on a mis la charrue avant les bœufs, mais parce qu'il aurait mieux fait, il aurait mieux valu avoir une politique économique commune et un budget commun avant de faire la monnaie. Ah oui, la réponse, c'est que si on n'avait pas fait la monnaie, on ne se poserait pas la question de la politique économique commune, etc. Donc voilà. Donc la politique est capable de faire des choses comme ça. Et donc on a besoin de ce genre de décision-là. Alors, en principe, prenons un exemple. On ferme Fessenheim. On ferme la centrale nucléaire de Fessenheim. Oui, c'est ça, oui. Dans le même temps, on dit qu'il faut fermer les dernières centrales à charbon. Aujourd'hui, hier, on a un rapport de RTE, Réseau de transport d'électricité, qui nous dit, attention, il faut garder la centrale à charbon ouverte parce qu'avec la fermeture de Fessenheim, on ne risque de pas y arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Est-ce qu'on va la garder, la centrale à charbon? Vous voyez ce que je veux dire? C'est sans arrêt, donc c'est très difficile parce que quand vous avez une difficulté de ce genre-là, il faut faire des compromis, il faut savoir, en effet, garder de deux mots le moindre, etc. La centrale de Fessenheim, elle a été fermée, enfin la décision, et elle va être fermée. Elle va fermer à la fin de l'année. Il n'y a aucun doute qu'elle va être fermée. C'est pour faire plaisir aux Allemands surtout, parce que c'est juste en face. Et donc la négociation a été, écoutez, on veut bien fermer Fessenheim à condition que vous, Allemands, vous acceptiez qu'il y ait une taxe carbone minimum. Simplement, la taxe carbone, chez nous, il est déjà disparu, quoi. Donc voilà, ça n'arrête pas de changer. Mais ce n'est pas grave, voilà, parce qu'il y a des trésors extraordinaires de découvertes, d'imagination, de choses formidables. Quand je vous disais que le ciment était un facteur d'émission, parce qu'on ne peut pas faire du ciment sans envoyer du CO2 dans l'air, il n'est pas impossible d'imaginer que les bâtisseurs, l'industrie du bâtiment et du ciment puissent créer un revêtement qui capture le CO2 de l'air, au contraire. Tout est sans doute possible. Et la biochimie et peut-être la photosynthèse artificielle. Donc, si vous voulez, moi, j'ai grand espoir, puisqu'on arrive maintenant à l'âge où on commence à domestiquer les bactéries, et pas simplement les bœufs et les chevaux et autres. Eh bien, peut-être, sans doute, on va y arriver. Sans doute, on va y arriver. Mais il faut pousser, voilà. Et il faut pousser et il faut arrêter les bêtises. Par exemple, on subventionne le pétrole, ou on subventionne le mazout pour les pêcheurs, ou je ne sais quoi. À un moment donné, il ne faut plus subventionner le pétrole parce que c'est mauvais. Donc, à un moment donné, c'est absurde, quoi. Donc, voilà.
Mais je pense qu'on va y arriver, mais il faut s'organiser, il faut se mobiliser, il faut faut pas faire de bêtises, et il faut être confiant. Et voilà, il faut être fort et confiant. Et il faut être déterminé. Il ne faut surtout pas s'arrêter et changer toutes les 5 minutes. Les aides au logement pour la rénovation énergétique, ça change tous les ans. On ne sait jamais à qui il faut s'adresser et tout. Donc à un moment donné, voilà, il faut de la détermination, de la persévérance. Avec de la détermination, de la persévérance, un peu de courage, un peu de bon sens, à mon avis, on y arrive. La question est, à quoi peut-on croire encore? C'est une question qui est posée. À quoi c'est le thème général. Ouais. Vous. Moi, je crois que les êtres humains sont quand même bons. Voilà. C'est peut-être absurde. Quand on voit les catastrophes et qu'on voit l'extraordinaire dévouement, l'héroïsme d'un certain nombre d'êtres humains, c'est absolument extraordinaire. Donc voilà, essayons toujours de sortir le meilleur de nos contemporains et de sortir le meilleur des êtres humains. Bon. C'est vrai, hier en ouverture, je disais, il y a 13 millions de bénévoles en France. Oui. Millions de bénévoles, c'est-à-dire pas qui donnent de l'argent, qui passent des heures. 13 millions, c'est-à-dire plus de 25% des Français passent des heures tous les mois par une association à aider les autres. Il ne faut pas oublier ça. Voilà, vous avez raison de... Oui, et puis il y a le conseiller municipal. J'étais maire pendant 13 ans, donc le conseiller municipal qui s'occupe du sport gratuitement, tout, c'est incroyable. Mais je voulais terminer par autre chose qui m'a beaucoup impressionné. Parce que là, on a eu des mauvaises nouvelles. Il faudrait commencer par les bonnes, ou il faudrait aussi donner les bonnes. Alors les bonnes, c'est dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu aussi peu de famine, aussi peu de guerres et aussi peu de morts par épidémie. Jamais on en a eu dans l'histoire du monde. Et donc, on est sur un extraordinaire mouvement de progrès, extraordinaire. Alors évidemment, il y a toujours des moments où c'est difficile, etc. Il y a toujours trop de guerres, si vous voulez, il y a toujours trop de morts. Mais incroyable. Et même, regardez l'histoire de l'Europe, il n'y avait pas eu de guerre, rien. Enfin, on était habitué à des guerres tous les 60 ans. Et donc, il y a un formidable mouvement de l'histoire de l'humanité vers le meilleur, en ce moment, que nos parents ont organisé aussi. Donc, il ne faut pas dire que les parents se sont trompés sur tout, ce n'est pas vrai. Et puis, tout d'un coup, on a cette espèce d'accumulation de nuages parce qu'on a négligé la nature. C'est tout simple. Hein. On est entouré d'économistes qui disent l'économie, c'est le travail et le capital. Ah ben, il n'y a pas la nature. Ah, résultat, ça n'existe pas. Résultat, on l'a détruit. On vient de comprendre ça. Et donc, on est en train d'inventer une nouvelle économie, une nouvelle manière de faire les choses. Donc, il y a beaucoup d'espoir, mais il faut s'y mettre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Vous avez donné du cœur à l'ouvrage. Il va signer son livre.